بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager pour vous module système linéaire. On va commencer par chapitre numéro un, les systèmes linéaires et les systèmes asservis. Donc, ce cours est tiré à partir de l'Université de Savoie, système linéaire automatique. On va commencer par définition et des exemples sur les systèmes sur les systèmes d'une façon générale. On peut définir un système comme un ensemble d'éléments exerçant collectivement une fonction déterminée. Toujours, le système communique avec l'extérieur par l'intermédiaire de grandeur, soit des fonctions ou bien du temps appelés signaux. Dans la suite du cours, on va considérer les notations suivantes de x1 jusqu'à xn pour les signaux de sortie, y1 jusqu'à ym pour les signaux de sortie. Nous avons toujours que la sortie d'un système est appelée réponse du système. Donc, les signaux de sortie d'un système sont appelés réponse du système. Donc, ici, vous avez un système avec plusieurs entrées, plusieurs sorties. Donc, c'est un système MIMO, multiple input, multiple output. Toujours, nous avons que les signaux d'entrée et de sortie de système ne sont pas de même nature, d'accord? Par exemple, si vous avez des signaux électriques d'entrée, vous aurez des signaux, par exemple, d'un autre type, température, etc., de sortie. Et l'ordre N, par exemple, vous pouvez avoir 4 entrées et 7 sorties. Donc, l'ordre N des signaux d'entrée peut être différent de l'ordre M des signaux de sortie. Le cas d'un système qui a une seule entrée et une seule sortie, dans ce cas, vous aurez grand N égale à 1 et grand M égale à 1. On appelle ça les systèmes univariables ou bien les systèmes scalaires. Voici un exemple pour chauffage d'une pièce. Vous avez l'entrée du système, ce sera la température extérieure et la température radiateur. Vous avez 2 entrées, mais à la sortie, vous aurez une seule sortie qui est la température de la pièce. Un autre exemple, vous avez la commande d'un moteur. Vous avez l'entrée, c'est un courant. La sortie, c'est un couple. Donc ici, la sortie, elle est différente de l'entrée, d'accord? Nous avons qu'un système est principalement connu par son action sur le monde extérieur. Lorsqu'on applique certains signaux d'entrée, le système se manifeste en émettant des signaux de sortie particuliers. Nous avons que le système est donc parfaitement connu qu'on peut prédire ces signaux de sortie, c'est-à-dire lorsqu'on connaît la relation entre l'entrée et les sorties. Donc, vous aurez dans ce cas les signaux de sortie Y1 en fonction de différentes entrées de X1 et XN, et jusqu'à l'arrivée à la dernière sortie YN qui est toujours, fonctionne toujours de différents signaux d'entrée. On va prendre un exemple. Vous avez le circuit électrique suivant. C'est un filtre passe-bas simple qui est composé d'une résistance et condensateur. Vous avez la tension d'entrée, c'est VE, la tension de sortie VS, et vous avez un courant électrique qui traverse les composantes qui sont la résistance et le condensateur. On peut tout simplement représenter ce modèle de filtre passe-bas par un simple modèle de système qui a une entrée VE et une sortie VS. Donc, l'entrée VE qui passe à travers un circuit pour arriver à la fin d'une sortie VS. Sachant que la charge du condensateur était initialement nulle, si on ferme l'interrupteur à T égale à 0 pour T positive, l'équilibre électrique de circuit se traduit par l'équation suivante. Donc, vous aurez la résistance fois le courant plus 1 sur Cn intégrale de 0 à T du courant et I dt. Ça sera la tension d'entrée VE.
avec la tension de sortie qui est au borne du condensateur. Dans ce cas, on aura C1 sur C, l'intégrale de 0 à t du courant I dt. Dans ce cas, on aura une équation. Si on va remplacer I par C dvs sur dt, on aura la tension d'entrée VE de t égale RC, la dérivée de la tension de sortie par rapport au temps, plus la tension de sortie Vs. On a terminé avec les systèmes unis simples. On passe maintenant à la définition des systèmes linéaires. C'est quoi un système linéaire? Nous avons qu'un système linéaire, c'est sa réponse de ce système à une combinaison linéaire de signaux d'entrée est égale à la combinaison linéaire des réponses. Toujours pour un système qui a une entrée et une sortie, un autre système a une autre entrée et une autre sortie. Si on applique en entrée un signal x de t qui est la première entrée du premier système multipliée par une constante plus une autre constante multipliée par la deuxième entrée du deuxième système. Dans ce cas, on obtient la sortie y de t. C'est la même constante appliquée à l'entrée avec le signal de sortie y1 plus la même constante appliquée à l'entrée du deuxième signal y2 de t. Bien sûr, cette propriété des systèmes linéaires est aussi appelée principe de superposition. Nous avons toujours les cas, on va essayer de ramener l'étude des systèmes linéaires. Si on applique le principe de superposition simplifiée, il va simplifier beaucoup de problèmes. En particulier, on peut distinguer l'étude des conditions initiales d'une part et l'étude, bien sûr, du comportement dynamique d'autre part. Dans ce cas, vous aurez, si vous avez x0 plus x de t comme entrée et vous avez y0 plus y de t comme sortie, on peut décomposer notre système en se basant sur la linéarité en deux systèmes. Le premier a pour entrée x0 et une sortie y0. Le deuxième a pour entrée x de t, y de t. Ici, on peut utiliser le principe de superposition pour arriver au système de départ. Maintenant, on va définir c'est quoi un système invariant. Nous avons qu'un système et l'idée invariant, c'est sa réponse du système à un signal x de t. Elle est différée d'un temps taux. C'est la même que la réponse y de t du système, mais différée de taux. Par exemple, si vous avez une entrée x de t, vous aurez la sortie y de t de cette forme. Si vous avez la même entrée mêlée avec un retard de taux, dans ce cas, vous aurez x de t moins taux. La même chose pour la sortie, vous aurez une sortie à le même retard, t moins taux, donc le même retard taux. Nous avons toujours qu'un système invariant est aussi appelé système à paramètres constants localisé ou bien à constante localisée. Toujours, cette propriété des systèmes invariants est aussi appelée principe de permanence. On va prendre un exemple. Si nous avons un moteur qui a comme grandeur d'entrée le courant et la sortie le couple, si on néglige les ures, le moteur n'évolue pas dans le temps, on aura dans ce cas un système qui dit invariant. Par exemple, pour un exemple de fusée, vous avez les débits de propergol. La sortie, ça sera l'accélération. Donc, la masse de la fusée diminue au cours de son ascension pour un même débit de propergol. L'accélération augmente avec le temps. Donc, dans ce cas, il dit notre système, il est dit variant. Remarque, dans la suite, on s'intéresse surtout au système invariant. D'accord? Toujours, on va travailler avec les systèmes qui sont invariants. Maintenant, nous avons qu'un système peut être linéaire et invariant ou bien un système linéaire ou invariant. Les deux propriétés sont indépendantes. Maintenant, on va définir c'est quoi la réponse particulière d'un système scalaire. Toujours, on considère un système scalaire, c'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie. Donc, vous avez x de t l'entrée, y de t la sortie. Pour connaître le comportement du système et le comparer à d'autres systèmes, on va étudier les réponses à quelques signaux particuliers. Il faut connaître par cœur les réponses. Par exemple, si vous avez une réponse
impulsionnelle. On appelle réponse impulsionnelle la réponse notée H2T, obtenue par l'application d'une impulsion de Dirac à l'entrée de système qui est initialement au repos. Donc, l'entrée, c'est Dirac, donc impulsionnelle. L'entrée, c'est une impulsion de Dirac. La sortie, dans ce cas, vous aurez Y de t, ça sera H de t, la fonction de transfert. Maintenant, si vous avez une réponse indicielle, c'est quoi une réponse indicielle? C'est-à-dire notre système a pour entrée un échelon. Dans ce cas, on appelle réponse indicielle la réponse notée oméga t, obtenue par l'application d'un échelon unité de t à l'entrée du système. Bien sûr, ce système doit être initialement au repos. Donc, vous aurez la sortie Y de t égale à W de t. Maintenant, si nous avons une réponse, mais elle est un signal quelconque, dans ce cas, on aura une convolution temporelle. Nous avons une remarque. On va commencer par la définition, après on passe la remarque. Toujours, quelle est la définition de la convolution temporelle? Si on va considérer un système scalaire linéaire invariant de réponse impulsionnelle H de t, nous avons pour un système scalaire, linéaire et invariant, initialement au repos, la réponse Y de t, un signal d'entrée quelconque X de t, est donnée par le produit de convolution entre X de t et la réponse impulsionnelle du système. Dans ce cas, vous aurez la sortie Y de t, c'est quoi? C'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de X de v par H de t moins V dv, ou bien tout simplement c'est l'entrée X de t convoluée avec la réponse impulsionnelle du système H de t. Nous avons toujours cette expression est fondamentale. Elle permet, connaissant le système par sa réponse impulsionnelle H de t et l'entrée X de t, de déterminer Y de t. Elle peut donc remplacer totalement l'équation différentielle régissant le système. Bien sûr, on peut noter l'expression d'une façon condensée par H de Y de t qui est égal à X de t convolué avec H de t, sachant que l'étoile, bien sûr, c'est le produit de convolution. Y de t, c'est la sortie, c'est bien sûr la convolution du signal d'entrée avec la réponse impulsionnelle de notre système. Nous avons quelques remarques qu'il faut prendre en considération, sinon toujours le produit de convolution et les commutatifs, c'est-à-dire y de t qui est égal à x de t convolué avec h de t, on peut l'avoir sous la forme de h de t convolué avec x de t. Toujours l'impulsion de Dirac et la réponse impulsionnelle, bien sûr, c'est x, y, l'entrée et la sortie ont les mêmes dimensions, c'est-à-dire si nous avons 4 entrées, vous aurez 4 sorties, sont homogènes à l'inverse du temps, c'est-à-dire ce sont des éléments mathématiques qui permettent de formaliser les comportements du système et qui n'ont pas de réalité malheureusement physique. Nous avons toujours, si l'impulsion de Dirac est appliquée à un instant zéro, dans ce cas, vous aurez la réponse impulsionnelle et forcément nulle pour t inférieur à v, car vous avez h de t moins v, ça sera égal à 0. Dans ce cas, le système est supposé causal. Toujours, c'est quoi causal? C'est-à-dire, il est défini seulement dans la partie positive, donc il est défini pour t supérieur à 0. Bien sûr, c'est les signaux ou bien les systèmes causaux, ce sont des systèmes physiquement réalisables. De plus, si nous avons un signal et lui-même causal, c'est-à-dire est appliqué à un instant t égal à 0, dans ce cas, vous aurez x de v égal à 0 pour v inférieur à 0. Dans ce cas, vous aurez les bornes de convolution se simplifier. Le produit de convolution y de t devient un intégral entre 0 et t de x de v par h de t moins v dv. On va prendre un exemple. Si on vous demande de calculer la réponse indicielle d'un circuit RC à partir de sa réponse impulsionnelle. Dans ce cas, la réponse impulsionnelle RC s'écrit h de t égale 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. Bien sûr, tau, c'est le produit de la résistance avec le condensateur. Toujours, on peut supposer la convolution pour déterminer la réponse indicielle W de T du circuit RC à un échelon qui a une amplitude de E à partir de la réponse impulsionnelle H de T. Dans ce cas, vous aurez W de T
qui est égal à h de t convolu avec l'amplitude tel signal échelon E U de t, c'est-à-dire notre signal est défini à partir de 0, vous aurez un intégral de 0 à t de h de t moins v par E U de v d de v. On peut éliminer U de v parce qu'il y a la 1. Dans ce cas, vous aurez E, la constante, on peut la sortir de l'intégrale. E, l'intégrale de 0 à t de h de t moins v dv. Dans ce cas, on aura W de t égale E, l'intégrale de 0 à t de 1 sur taux exponentielle moins t moins v sur taux dv. Vous aurez E sur v, l'intégrale de expo, c'est expo. Donc, ça sera E sur taux multiplié par taux exponentiel moins t moins v sur taux entre 0 et t. Vous aurez tout simplement, c'est l'amplitude de signal E multiplié par 1 moins exponentiel moins t sur taux. Et toujours taux, c'est le produit de la résistance avec le condensateur. Maintenant, on va voir quelques significations physiques de la convolution. Pour des appareils de mesure, par exemple, vous avez le signal vrai et le signal observé. Toujours, nous avons un appareil de mesure qui peut être un oscilloscope, analyseur de spectre, etc. Peut être décrit par l'opération de convolution. Dans ce cas, vous aurez la sortie Y de t, c'est l'entrée X de t convolue avec la réponse du filtre. X de t, c'est le signal vrai à mesurer. Y de t, le signal effectivement mesuré ou bien observé à l'aide de l'appareil. Et on appelle H de t, c'est la réponse impulsionnelle de l'appareil. Nous avons toujours, pour que le signal mesuré corresponde rigoureusement au signal vrai, il faudrait que la réponse impulsionnelle de l'appareil soit une impulsion de Dirac. Bien sûr, cela revient à dire que l'appareil devrait être parfaite, c'est-à-dire qu'elle doit posséder un temps de réponse infiniment court ou bien une bande passante infinie. Dans ce cas, l'appareil est transparent puisqu'il n'intervient pas dans le signal observé qui correspond au signal réel. Nous avons toujours en réalité un appareil, quel que soit, possède toujours un temps de réponse non nul, donc une bande passante non infinie. Vous pouvez voir les oscilloscopes utilisés dans DTP, vous aurez une bande passante qui est égale à 20 MHz. Dans ce cas, vous aurez un signal observé, toujours une image plus ou moins modifiée du signal réel. Le plus ou moins dépend de la bande passante de l'appareil vis-à-vis du spectre du signal à mesurer. Bien sûr, si on va mesurer par exemple un signal sinusoïdal de fréquence 100 kHz avec un oscilloscope possédant une bande passante égale à 20 mégas, l'oscilloscope sera considéré comme parfait. Par contre, si nous avons un signal sinusoïdal qui possède une fréquence égale à 100 mégas, il faudra tenir compte de la réponse impulsionnelle de l'oscilloscope. Deuxièmement, il faut pouvoir séparateur des appareils, ce qu'on appelle une résolution temporelle. Nous avons toujours que la réponse impulsionnelle des appareils de mesure réelle peut être considérée plus ou moins courte selon les constantes de temps régissant les phénomènes observés. Dans tous les cas, sa durée est non nulle. Bien sûr, ceci se traduit par un étalement temporel plus ou moins significatif de notre signal mesuré. Par exemple, si vous avez deux impulsions à mesurer qui sont trop rapprochées dans le temps, leur étalonnement dans le temps fera que l'on ne pourra plus les séparer lors de la mesure. Dans ce cas, vous aurez une résolution temporelle de l'appareil qui serait insuffisante. Toujours la résolution temporelle d'un appareil de mesure directement liée à sa réponse impulsionnelle, c'est la distance minimale séparant deux impulsions successives, bien sûr permettant de les distinguer lors de la mesure. Cette notion de résolution temporelle est générale en physique pour les appareils de mesure. Qu'en optique avec l'électronique rapide, vous aurez dans ce cas des impulsions de largeur inférieure à 1 nanoseconde qui est égal à 10 puissance moins 9 secondes. On passe maintenant au système asservi. Nous avons que l'étude des systèmes est destinée à commander au mieux les différentes process rencontrés. Il existe deux solutions pour commander un système. On va commencer par la commande en boucle ouverte et la deuxième, c'est bien sûr la commande en boucle fermée. Dans le premier cas, la commande en boucle ouverte, vous aurez que la commande est envoyée en entrée sans contrôle sur les sorties. Par exemple, si vous avez rhéostat à l'entrée à travers une résistance chauffante,
vous aurez qu'en sortie four. Pour utiliser ce type de commande, il est nécessaire de connaître le système et les réponses aux commandes envoyées. Malgré tout, de multiples perturbations peuvent modifier l'action de ces commandes. Bien sûr, si la porte du four, par exemple, reste ouverte, vous aurez dans ce cas des graduations des rhéostats qui ne correspondent plus à la température intérieure. On passe maintenant aux commandes en boucle fermée. Donc, pour améliorer les performances d'une commande, il est indispensable d'observer les sorties du système. Donc, pour les comparer à ce que l'on désire obtenir. Dans ce deuxième type de commande, les sorties de système sont contrôlées. C'est à ce niveau que l'on rencontre la notion du système asservi. Toujours, nous avons qu'un système asservi, tout simplement, c'est un système dont le rôle consiste essentiellement à établir une correspondance entre une ou plusieurs grandeurs d'entrée de faible niveau énergétique et une ou plusieurs grandeurs de sortie de niveau énergétique plus élevé. Quelles sont les caractéristiques des systèmes asservés? Bien sûr, premièrement, c'est la présence de chaînes directes, c'est-à-dire qu'elles comprennent des éléments amplificateurs et éventuellement des convertisseurs de puissance en liaison avec les sources d'énergie. Vous avez deuxièmement les chaînes de retour. Elles sont constituées d'éléments de précision, généralement qui sont passifs. Ce ne sont pas des chaînes de puissance. Elles transmettent à l'entrée des informations sur les grandeurs de sortie. Ces informations, bien sûr, sont comparées aux signaux d'entrée au moyen de comparateurs. Ces derniers élaborent les différentes ou l'écart entre les signaux d'entrée et les informations images de signaux de sortie. Quelle est la structure d'un système asservi? Donc, vous avez grand X qui est le signal d'entrée ou bien ce qu'on appelle la consigne ou bien un signal de référence. Vous avez Y, c'est le signal de sortie. Vous avez E, c'est l'écart. Et vous avez P, ce sont les perturbations. G, ce sont les sources d'énergie. On appelle la chaîne numéro 1, c'est une chaîne directe qui peut être un amplificateur, un correcteur, des organes de conversion. 2, vous avez les chaînes de retour. Ce sont des éléments de précision, des capteurs, instruments de mesure. Nous avons une remarque. Toujours, le contrôle des sorties d'un système semble être un moyen idéal pour établir des commandes parfaites. Il ne faut cependant pas oublier que tout système physique comporte des temps de réponse. Vous avez des retours anarchiques installés sans étude préalable, peuvent conduire à des instabilités et parfois à la destruction du système. Donc, pour déterminer les retours adéquats pour un système donné, une commande donnée, nous avons que l'automaticien doit, dans un premier temps, établir un modèle mathématique du système. Il pourra effectuer des calculs de commande. Pardon? Par exemple, si vous avez un système qui a pour entrée T, l'erreur c'est θE, la sortie c'est θ. Donc, on peut ajouter une constante et vous ajoutez l'erreur pour arriver à notre système et on peut modifier notre système jusqu'à l'arrivée à un système avec une boucle de retour. Donc, on revient sur la figure. La figure A, elle va représenter le système. La température T à l'intérieur de l'immeuble en fonction de la température T de l'eau chaude envoyée dans les radiateurs et de température extérieure θE. On peut représenter cette description volontairement simplifiée par une boîte menue d'une sortie θ et d'une entrée de commande T et la disposition de l'opérateur avec une perturbation θE. Nous avons aussi que le rayonnement solaire dans les meubles, le vent et d'autres grandeurs agissent aussi sur la température. C'est volontairement que ces grandeurs ne sont pas prises en compte par notre modèle qui doit avant tout être simple. C'est l'utilisateur qui règle T en vue d'obtenir θ égale à 19 degrés Celsius, bien sûr, en régime permanent. Il sait par expérience qu'il obtient un bon résultat en réglant T, par exemple, à 45 degrés. Il sait aussi que si la température extérieure θ diminue, on aura
Revenir à régler la température qu'il augmentera, d'autant plus que la température, diminue. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.